vous me suivez, vous me suivez. On te suit, dis pas l'envoyer les toilettes. Quand ça monte, en fait, quand ça monte pour prendre la parole, je vais faire ça. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous, une émission spéciale par rapport aux Gabonais qui sont bloqués en Ukraine. Comme vous le savez, ça fait plus de 2 semaines que la guerre a éclaté dans ces pays, à cheval entre l'Europe et l'Asie, et beaucoup de ressortissants africains étaient pris en étau là-bas. D'autres ont réussi à quitter le territoire ukrainien par des couloirs humanitaires. D'autres sont encore bloqués sur place et ils éprouvent des difficultés à s'émouvoir en raison du climat d'insécurité qui sévit dans ces pays, la Russie ayant attaqué donc les principales villes de l'Ukraine. Ce soir, en direct de l'Ukraine, nous avons quelques compatriotes qui s'y trouvent encore, qui sont bloqués et qui ont besoin de notre assistance parce que c'est dans les moments difficiles qu'on doit se rendre compte qu'on est vraiment aimé, notre preuve d'amour pour ces compatriotes-là et de voler à leur secours. Nous avons ce soir en direct de l'Ukraine 4 compatriotes qui vont devoir nous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien depuis le déclenchement
de la guerre dans ces pays. On va commencer par Aïli qui est en direct de l'Ukraine. Aïli, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Juras. Il faudrait préciser que je ne suis plus en Ukraine. J'ai pu quitter l'Ukraine. Voilà, il y a, je pense, pratiquement une semaine déjà. Bonsoir, je ne suis pas en Ukraine. D'accord. Comment tu as fait pour partir tu as emprunté le couloir humanitaire ou comment ça s'est passé? Non, il n'y avait pas encore de couloir humanitaire voilà, quand j'ai quitté l'Ukraine. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Déjà, en Ukraine, je reste dans une ville qui est un peu au centre, ouais. Pas très loin de Kiev, qui est la capitale. Et je restais dans une toute petite ville, donc il n'y avait pas encore de bombardement et évidemment pas encore de troupes russes dans ma ville. Il y avait encore de l'espace pour voilà, tout simplement s'échapper, si je peux le dire ainsi. J'ai eu de la chance parce que voilà, il y a une de mes voisines qui cherchait à se déplacer, rejoindre l'ouest du pays, précisément la ville de Lviv. Et un soir, ils m'ont tout simplement dit, voilà, ils m'ont demandé si j'étais prêt à les rejoindre parce que voilà, elles avaient pu trouver un transport, un bus qui venait dans ma ville. Et puis voilà, le bus se rendait à l'ouest, à Lviv. Et bon, elles m'ont tout simplement demandé si j'aimerais partir avec elles et tout. J'ai pas réfléchi, j'ai dit évidemment. J'ai juste préparé mes affaires et puis le lendemain, le bus il est arrivé. Je me rappelle même plus du jour. Je pense un mardi ou un mercredi. Le bus il est arrivé à 7h pile à la gare de bus dans ma ville. Et sous les sirènes, le bruit des sirènes, on a couru jusqu'à la gare. On a pu prendre le bus qui a démarré à 7h12, je me rappelle encore. Et on est arrivé à Lviv pratiquement à 23h. Donc ça fait ça fait combien? Ça fait 16h, je sais pas, quelque chose comme ça. De route, la route, voilà, c'était très périlleux, c'était difficile. On a fait des heures et des heures dans des embouteillages parce qu'il y avait des checkpoints partout. C'était effrayant, très très difficile parce que quand vous êtes coincé dans un embouteillage et il y a des bombardements, vous n'avez pas où aller. Du coup, si on commence à bombarder, je sais pas, où vous êtes coincé, il y a pas d'issue, vous pouvez aller nulle part. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu rejoindre la ville de Lviv, qui est dans l'ouest du pays. Et une fois à Lviv, il fallait maintenant attendre les trains, voilà, les trains qui se rendent en Pologne. Je suis allé attendre. Il n'y avait pas besoin de prendre de ticket ou quoi que ce soit. Il fallait juste rester dans la queue. Comme j'ai dit, je suis arrivé à Lviv à 23h. On a commencé à attendre les trains et puis on a pris le train finalement à 7h le jour après. Donc voilà, de 23h jusqu'à 7h, on était là juste debout en train d'attendre les trains. Évidemment, ça prend beaucoup de temps parce qu'il laissait passer les femmes et les enfants, ce qui est tout à fait normal. J'ai pas eu de soucis à monter dans le train, j'ai eu aucun souci, pas de discrimination. Donc il y a d'autres Africains apparemment qui ont eu des soucis. On attendait. Après, je suis monté dans le train à 7h le jour après. Et normalement, de Lviv à la frontière polonaise, c'est pas très loin. Je sais pas combien d'heures, je pense 2 heures généralement. J'ai pas le temps exact pour atteindre la frontière polonaise. Mais on a fait pratiquement 10 heures en route. À chaque fois, il y avait des arrêts. À chaque fois, le train s'arrêtait, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait d'autres trains devant et puis il y avait beaucoup de monde déjà. Il fallait peut-être les enregistrer, je sais pas. Il y avait plein de choses, voilà, encore plein de flou. Et à chaque fois, le train s'arrêtait. On sortait et puis il y avait des Ukrainiens tout au long du chemin, voilà, qui avaient préparé des trucs pour nous, donc des sandwichs, je sais pas, des soupes chaudes, du café, du
Et puis, il y a même des gens qui ont amené des générateurs pour qu'on puisse charger nos téléphones. Donc, les Ukrainiens ont été très, très solidaires avec les Ukrainiens et puis les étrangers voilà, qui cherchaient à rejoindre la frontière. Donc, on a fait 10 heures en route et finalement, voilà, 10 heures plus tard, on est arrivé à la frontière polonaise. On a juste attendu un petit moment et puis ils nous ont laissé passer. Une fois en Pologne, évidemment, il fallait, je pense, se faire... non, on n'avait pas besoin de se faire enregistrer parce que ça a été fait au préalable dans le train qui quittait l'Ukraine pour la Pologne. Où ils nous ont tout mis et tout. Et en Pologne, nous sommes arrivés, évidemment, il y avait plein de je sais pas, des volontaires et puis peut-être des militaires aussi, quand nous sommes arrivés à la frontière, qui nous ont donné plein de choses, je sais pas, des brosses à dents, des pâtes dentifrice, je sais pas, de l'eau évidemment, de quoi manger, beaucoup de boîtes, plein de trucs. Donc il y avait toujours quelque chose pour les gens qui ont effectué le voyage et tout. Je suis arrivé en Pologne, j'ai pris le train pour me rendre à la capitale, Varsovie. À Varsovie, je me suis rendu à la station de train parce que je cherchais à prendre un train de la Pologne, capitale Varsovie, pour l'Allemagne en fait. Et là-bas, c'était un peu plus compliqué. Apparemment, ils ne donnaient pas des tickets de train directs aux étrangers. Par contre, aux Ukrainiens, ils avaient la possibilité de prendre des trains directement de Varsovie jusqu'à Berlin, en Allemagne. Et pour les étrangers, ils nous demandaient, du moins, je parle juste de mon expérience, ils m'ont demandé de payer pour le ticket de train. Et il y avait plus de trains en fait qui se rendaient à Berlin. Du coup, j'ai dû passer la nuit en Pologne. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait déjà 2 Gabonais en Pologne qui avaient pris une chambre. J'ai passé la nuit avec eux. Et voilà, tout s'est bien passé. Le jour après, je suis retourné à la station du train et puis je cherchais toujours à prendre mon train pour rejoindre tout simplement l'Allemagne, à Berlin. Et il n'y avait toujours pas de train. Je pensais que la donne allait peut-être changer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il ne fallait pas payer, tout était gratuit, il n'y avait rien à payer, mais bon voilà. Apparemment, j'ai tout fait. Il fallait absolument payer. Il y a par contre un volontaire qui m'a dit que dans la station où j'étais, c'était une petite station. Il fallait que j'aille peut-être dans une station un peu plus grande, j'aurais beaucoup plus de chances de trouver un train là-bas. Donc, il m'a pris un ticket de train pour la station de train où j'étais à une autre station de train un peu plus grande. Donc, je suis arrivé là-bas et une fois sur place, il y avait des volontaires partout, voilà, des gens qui vous donnaient des informations, qui vous disaient quoi faire, où aller. Donc, quand je suis arrivé dans l'autre station de train, j'ai demandé si je pouvais avoir un ticket de train de Varsovie pour Berlin, en Allemagne. Ils m'ont dit il n'y en a pas et que ces trains ne sont pas gratuits pour les étrangers. Tout est gratuit pour les Ukrainiens, mais par contre, les étrangers non. Les étrangers vivant en Ukraine. J'ai dit il n'y a pas de souci. Du moins, j'avais plus le choix. J'étais obligé de prendre un ticket. Je voulais pas rester, je voulais me rendre rapidement en Allemagne parce que voilà, il y a quelqu'un qui m'attendait là-bas et tout. So, j'ai pris un ticket de train. Il n'y avait pas de ticket qui amenait directement à Berlin en Allemagne. Du coup, j'ai pris un ticket qui m'a mené à, je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais une ville près de la frontière allemande. J'ai pris ce ticket, j'ai attendu l'heure et puis quand le train est arrivé, j'ai pris mon train, je me suis rendu dans la ville qui est à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne et là-bas on a été assisté et pris en charge. J'ai pris un autre train, donc de la ville qui est près de la frontière, à Berlin. J'ai pas payé ce train, tout était gratuit. J'ai pris ce train-là sans payer quoi que ce soit. Donc voilà, je suis arrivé à Berlin, en Allemagne, et là, voilà, j'ai contacté en fait un ami allemand que j'ai connu en Ukraine. S'il connaissait en fait quelqu'un en Allemagne, voilà, qui pouvait m'héberger pour
une nuit parce que voilà, j'avais pas la possibilité de prendre le train directement pour une autre ville, en fait, la ville où je suis actuellement, à Nord. Donc voilà, il fallait que je passe la nuit à Berlin et il fallait évidemment que je trouve où dormir. Du coup, mon ami allemand que je connais depuis l'Ukraine m'a passé le contact de quelqu'un qu'il connaît à Berlin. Voilà, c'est cette personne qui est venue me chercher à la station. Cette personne, c'est un Allemand. Cette personne m'a amené chez elle et tout. J'ai passé la nuit là-bas. J'ai été très très bien traité. Ils m'ont fait à manger. Voilà, c'était cool. Il n'y avait pas de souci. Ok, donc on revient sur toi tout à l'heure. Ne quitte pas. Tu vas nous assister parce que tu donneras ton témoignage. Alors, on va passer à Junior. Bonsoir, Junior. Allô, Junior, Oui, en direct de l'Ukraine. Oui. Junior, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jonas. Alors, toi, tu n'as pas eu la chance qu'a eu Aïli de quitter le territoire ukrainien. Tu es où présentement? Je suis présentement au site de l'Ukraine, à Kherson. Kherson, la ville qui a été bombardée et qui continue à subir d'abord le bombardement. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience au quotidien? Comment vis-tu cette guerre? Ouais, c'est très très difficile et très compliqué. Et depuis le 24 février, nous sommes bloqués dans cette ville. Suite à la déclaration de guerre de Poutine contre l'Ukraine, on n'a pas eu la chance de sortir de la ville parce que depuis l'attaque, tout a été fermé dans la ville. Tout a été fermé, il n'y avait plus aucune opportunité de sortir, que ce soit par bus ou train. Tout était fermé et on a été contraint à rester enfermé dans le campus universitaire. C'était très très compliqué pour nous, c'était pas facile parce que nous étions logés au 9e étage et à chaque coup de bombardement et de tir, il fallait quitter le 9e étage, descendre jusqu'au hall pour entrer dans les sous-sols. C'était pas facile, c'était vraiment très très compliqué. Et ça fait aujourd'hui 16 jours, nous sommes toujours dans la même situation, toujours enfermés. On ne sort pas, on sort quasiment pas de la maison. Et on manque, bon, il n'y a plus assez de magasins, sont complètement vides. Il n'y a plus rien, c'est très compliqué ici. Et est-ce que vous avez quand même des secouristes qui viennent à votre rescousse pour vous apporter à manger, vous apporter des médicaments? Bon, on a eu quand même quelques ONG qui ont quand même essayé de nous apporter quelque chose à manger. Via les ambassades d'autres pays, on a eu un peu de nourriture à manger, mais jusqu'à présent, rien de la part du gouvernement gabonais. Ils n'ont rien fait pour nous qui sommes bloqués ici, quoi. Enfin, En demandant quelques étudiants, tels que les Sénégalais qui ont l'ambassade, fournissaient quelques dons manger. Mais l'État gabonais n'a rien fait. Quoi. Mais il n'y a pas de représentation gabonaise en Ukraine? Non. C'est en Russie? Oui, c'est en Russie, l'ambassade est en Russie. Voilà. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation? Qu'est-ce que vous attendez des autorités gabonaises et des autres compatriotes? Bon, nous, en tant qu'étudiants en Ukraine, ce qu'on attend du gouvernement gabonais, c'est qu'ils essaient de trouver une solution pour nous, pour que nous puissions continuer nos études en Europe. Parce que vu la situation actuelle de l'Ukraine, ça va être très très compliqué de pouvoir continuer nos études ici. Et on souhaite qu'ils nous aident à intégrer facilement des universités en Europe. C'est tout ce qu'on peut leur demander, quoi. Et nous aider à continuer nos études en Europe. C'est la seule aide qu'on peut demander au gouvernement, nous, étudiants gabonais coincés en Ukraine. Est-ce que tu as une idée du nombre exact d'étudiants gabonais en Ukraine? Tu as une idée à peu près? Oui, je pense que c'est une douzaine, si je ne me trompe pas, une douzaine. Et vous suivez quelle filière là-bas? C'est quelle filière? Je suppose que ce sont des filières techniques, lesquelles? Oui, bon, particulièrement, moi j'étais en année de langue pour l'année prochaine pour faire médecine, d'autres en électromécanique, et ouais, la majorité dans les filières techniques. D'accord, on reviendra sur toi tout à l'heure. On va passer la parole à André. André, bonsoir. André, ton micro n'est pas activé. Bonsoir Jonas, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Je suis André. J'aimerais essayer de faire un petit résumé de la situation, un peu rapidement, avant d'approfondir. Ok, nous sommes
nous sommes tous déjà des Gabonais, hein, nous sommes tous des Gabonais ici, et chacun de nous a une situation bien précise. Même si nous nous sommes regroupés, nous nous sommes divisés en groupes pour faire passer notre message assez précisément. Donc, dans le groupe là, il y a des Gabonais, il y a des Gabonais boursiers, hein, il y a des Gabonais qui ne sont pas boursiers, qui sont étudiants ici, et il y a des Gabonais qui sont résidents permanents, comme par exemple comme moi qui vis en Ukraine, qui travaille en Ukraine, et que nous avons un message clair. Pour les étudiants, nous aimerons vraiment que l'État fasse en sorte que ces étudiants-là qui ont déjà fait une année, qui ont payé les études, qui ont fait 2-3 ans, qui sont en dernière année d'études, que l'État gabonais essaie de voir comment faire en sorte que ces étudiants-là puissent intégrer des universités en Europe, pas en Ukraine. Peu importe le pays, mais que ces étudiants-là ne rentrent au pays après avoir dépensé des millions, rentrer au pays serait une perte de temps. Vraiment, ce serait une perte de temps et une perte financière très, très, très grande. Pour des personnes comme moi, moi je suis résident permanent en Ukraine, je travaille en Ukraine. Je n'ai pas grand-chose à demander à l'État gabonais. Je demande juste que l'État gabonais vienne en aide vraiment à nos petits frères qui sont étudiants, hein, ceux qui sont étudiants. Je suis de la même ville que Junior, je suis de Kherson. Je vis à Kherson depuis plus de pratiquement 12 ans. Et comme il a dit, c'est très compliqué. La situation est vraiment compliquée parce que nous sommes enfermés dans les maisons. Nous ne pouvons pas sortir parce que tu ne sais pas ce qui peut t'attendre dehors. Un chat peut passer, un russe ne peut aimer ton visage, peut tirer sur toi. On connaît un peu le côté raciste, on va dire comme ça, de ces gens-là. Donc, on est vraiment, on a très peur. On a vraiment très peur. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a le côté aussi financier qui joue. Hein, on ne va pas se mentir, parce que ça fait plus de 2 semaines que nous sommes enfermés et les peu de sous que nous avions, nous les dépensons régulièrement, ce qui fait en sorte que nos poches prennent un coup. On a contacté l'ambassade en Russie. On a contacté l'ambassade en Allemagne. Ce sont les mêmes choses. C'est la bureaucratie. On nous demande d'envoyer les noms, faire des listes, appeler ici, appeler là. Des mêmes choses. Mais on ne voit jamais rien. On ne va pas parler politique parce que personne ici ne veut être en danger ou mettre sa vie en danger, mais on va dire les choses comme elles sont parce que il faut appeler le chien par son nom. Dire que le soleil est jaune, c'est pas insulter le soleil. Donc, moi je pense vraiment qu'il faut vraiment entreprendre quelque chose et on est venu vers vous, M. Jonas, pour que vous puissiez apporter notre message, pour que vous soyez la voix des 700 voix que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes juste 4, mais nous sommes environ 18 Gabonais, hein, qui ont besoin de l'aide de leur pays, cette patrie que nous chérissons. Donc, aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de l'aide de nos dirigeants. Je dis encore, il y a des axes que nous nous sommes fixés. Il faut aider ces étudiants gabonais qui ont perdu, qui ont dépensé de l'argent, qui ont étudié ici, à rester en Europe, essayer de continuer leurs études. Je ne pense pas qu'une année, payer les études d'un étudiant gabonais pour 1 ou 2 années pourra mettre le Gabon en faillite. Je ne pense pas ça. Je dis encore, je parle là pour nos étudiants gabonais. Moi, je ne me mets pas dans le problème parce que moi, je peux gérer. L'Ukraine, c'est pratiquement mon pays. Mais moi, je parle de mon petit frère. Il y a Junior qui est arrivé il y a moins d'une année. Il y a Eddie, hein, qui est là depuis plus de 4 ans. Il y a aussi Franck, hein. Franck, lui, il est pratiquement en train de finir cette étude. Et jeter tout ça à l'eau, c'est inadmissible en fait. C'est vraiment inadmissible. On revient encore, on demande à nos autorités consulaires de mettre la pression à nos autorités qui sont sur place au Gabonais. Ils ont des citoyens ici qui ont besoin de leur aide. C'est pas seulement venir nous contacter quand il va falloir aller voter. Non. On a besoin d'aide maintenant. C'est maintenant que le Gabon doit être uni. On a besoin de vous. On veut que toutes les personnes qui sont en ligne sur ce live-là, que ces personnes-là puissent faire passer ce message. Faire passer le message au maximum de personnes. Aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi, avec vous, et demain, je ne sais pas si je vais ouvrir l'œil. Je ne sais pas quelle bombe va tomber dans ma maison aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Je m'endors en priant, en demandant à Dieu que demain matin, je puisse me réveiller. Et chaque fois, j'ai un petit enfant de 4 ans, à chaque fois, il me demande, papa, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller jouer au ballon. Je dis à mon fils, ce n'est pas possible.
Mon fils connaît déjà la voix de Poutine. Il connaît sa voix. Quand on écoute Poutine, c'est hey, c'est Poutine. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Donc, vraiment venir en aide à ces personnes qui ont besoin, ces étudiants qui ont besoin d'étudier. Ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent qu'on trouve des voies et des moyens pour qu'ils puissent rester et continuer à étudier. Ils vont obtenir leur diplôme. C'est pour revenir au pays, pour aider le pays. C'est ce que moi j'avais à dire. Donc, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Et vraiment, merci pour votre aide, Jonas, et pour votre plateforme. Ne quitte pas encore. On aura besoin d'un autre témoignage de toi, certainement un peu plus tard. On va passer la parole à Franck. Franck, bonsoir. Allô, Franck. Franck, tu es là avec nous? Alors, Franck ne semble pas en ligne. En attendant que Franck se connecte, on va devoir prendre Daniel. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir, Jonas. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Vous avez entendu comment nos compatriotes se sont exprimés. Il faut dire que, personnellement, moi, j'ai entendu mes compatriotes qui sont présentement à Kherson s'exprimer comme ça. J'ai mal à leur place. J'ai mal pourquoi? Déjà parce que j'ai vécu, on va dire, ce qu'ils ont vécu. Sauf que moi, j'étais à Kiev. D'accord? Donc moi j'étais installé à Kiev. Il faut dire que j'étais, tout ce temps j'étais sur Libreville. Je vais vous raconter un peu, faire un peu la Genève, comment moi je suis sorti de là, parce que je ne suis pas en Ukraine actuellement. Je suis sorti de là. Donc j'étais sur Libreville, je suis revenu en Ukraine le 14, non le 18 février. Je reviens en Ukraine le 18 février. Pourquoi? Parce qu'on va dire que je suis installé là-bas. Donc je suis tout le temps en mouvement entre Libreville et l'Ukraine. Et ma famille aussi est installée en Ukraine à Kiev. Donc j'arrive le 18. Déjà, ça chauffait déjà partout avec l'histoire du conflit là, Ukraine-Russe, de la Russie va attaquer l'Ukraine. Donc j'arrive le 18 et quand je suis arrivé, donc je me suis on a créé un groupe WhatsApp des Gabonais qui sont en Ukraine. Donc ce qui a fait en sorte que tout ce temps que nous sommes, nous nous connaissons, nous savons où se trouvent les uns et les autres. D'accord? Et la plus grande, on va dire, le plus grand nombre de Gabonais en Ukraine se trouvait à Kiev, la capitale. Donc, on a essayé de s'organiser à notre niveau parce qu'il faut dire que ça chauffait déjà, Jonas, c'était chaud. Déjà, quand je suis arrivé à l'aéroport Boris-Paul était plein, les Ukrainiens voyageaient, ils allaient dans les campagnes, la ville de Kiev s'est vidée. Donc, nous, en regardant l'atmosphère, ça ne sentait pas bon. Ça ne sentait pas bon du tout. Ouais. Donc on s'est organisé, on a voilà, on a lancé quelques coups de téléphone, voilà, on a retrouvé tous les Gabonais qui étaient sur tout le territoire ukrainien, d'accord. Donc chaque jour on avait des informations, on s'écrivait comment tu vas dans ta ville, comment c'est là-bas, comment ça se passe et tout ça et tout ça et tout ça. Donc les Russes, je pense que les attaques ont commencé le 24. Le 24. D'accord? Donc, avant que les attaques ne commencent, moi j'étais en déplacement, je me suis déplacé, je suis allé chez des amis. Et il s'avère que Jonas, en fait, j'étais au mauvais endroit. Ouais. Je suis allé chez des amis ukrainiens, j'étais au mauvais endroit. Donc, je ne sais pas, c'est l'armée ukrainienne qui repoussait les Russes qui s'approchaient de la ville de Kiev. Je ne sais pas, ils étaient à 70 km ou à 100 km. Donc, c'était c'était toute la nuit comme ça. Je ne sais pas ce que c'était parce que moi, je ne connais pas les armes. Je ne sais pas, le bruit qui sortait là, c'était affreux. C'était toute la nuit comme ça. On était dans la maison, apeureux, pardon. Voilà, dès qu'on entend le bruit, on court dans un coin de maison. C'était comme ça. Et je ne pouvais pas repartir chez moi parce que déjà, en fait, il y avait un couvre-feu qui avait été décrété à Kiev, à la capitale. Donc ça veut dire que tout le monde était coincé dans les maisons. Et je ne pouvais pas aussi prendre le risque de sortir les applications téléphoniques Uber ou Clone, plus rien ne fonctionnait. Donc je ne pouvais pas repartir chez moi. Donc je suis resté là-bas pendant 4 jours. Mais je te dis, Jonas, pendant ces 4 jours, c'était fort, c'était terrible. Il y a des moments où vous êtes là, la maison tremble comme ça. Je ne sais pas ce qui fait bouger la maison, si c'est les canons qui sont... En fait, moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc au bout de 4 jours, on a pu contacter un ami ukrainien qui est venu avec son véhicule. Il est venu voilà, me récupérer, me prendre de là, pour me ramener là où je vis. Et là où je vis, entre-temps, j'avais fait venir 2 compatriotes qui étaient là-bas, qui étaient installés là-bas, qui étaient chez moi là-bas. Donc quand je suis arrivé, avec la famille, on a juste vu le temps
de dire qu'il faut qu'on parte. En fait, j'ai pris la décision, il faut qu'on parte, parce que le gouvernement avait donné des armes un peu aux volontaires, à tout le monde, dans la capitale, à Kiev, dont je me suis dit non, là c'est dangereux, connaissant un peu le comportement de ces gens-là. Ça veut dire que, comme Morel l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un n'aime pas ta face, tu es mort en guerre. Ouais. Si vous croisez quelque part, il n'aime pas ta face, tu es mort. J'ai dit non, il faut qu'on parte d'ici. Donc on a juste eu le temps de faire prendre des petites affaires là, nous sommes sortis de là, mais comme on était 7, d'accord. Et la mec qui était venu me prendre là où j'étais chez les amis, il était en bas, il nous attendait en bas dans le véhicule pour aller le déposer à la gare. Mais comme on était un groupe de 7, on ne pouvait pas tous monter dans le véhicule, donc il y a un premier groupe qui est parti, moi je suis resté derrière avec 3 autres personnes. Et après, voilà, ils sont arrivés à la gare. Nous, pour arriver à la gare, on a dû faire l'autostop. Donc, on a arrêté des voitures comme ça, parce qu'il faudrait qu'il y avait des checkpoints de partout. Des checkpoints, c'est-à-dire des points de contrôle. Nous sommes arrivés à la gare. Nous sommes arrivés à la gare de Kiev, on va dire, il était 13h. Il fallait qu'on prenne le train pour Lvov. Nous sommes arrivés à 13h, on a eu le train à 20h. Mais séparés, on n'était pas tous ensemble. Donc, le premier groupe est d'abord parti dans un premier train, et nous sommes restés derrière. Le deuxième groupe, voilà, on a eu le train. On a démarré de Kiev, nous sommes arrivés à Lvov le lendemain, on va dire vers 10h. Mais avant qu'on arrive à Lvov, tout le long quand on roulait, le train, à un moment donné, le train s'arrête. On arrive à un endroit, le train s'arrête. On vous demande d'éteindre toutes les lumières. On vous demande d'arrêter vos téléphones. On vous demande si vous avez des GPS, désactiver les GPS. C'est un peu comme vous voyez les films russes, là, c'était comme ça que j'ai vu en live. À un moment donné, après, voilà, le train recommence, on arrive à Lvov le lendemain. Il fallait maintenant prendre le train pour se rendre pour fuir de là, pour aller en Pologne. Et là aussi, on arrive là-bas. Bon, comme l'a dit Eddie, lui n'a pas été victime de ça, de la discrimination. Mais moi, j'ai été victime de ça quand nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés là-bas. Parce qu'il fallait monter des escaliers pour aller sur le tarmac, pour aller prendre le train pour aller, qui va vous emmener en Pologne. Donc, c'était des policiers, il y avait des policiers qui étaient debout, des policiers ukrainiens, dont c'était du genre des femmes, des enfants, les Ukrainiens là-bas, ils montent. Il y avait full people, donc il y avait beaucoup de noirs. Donc il y avait certains policiers là, je ne sais pas, il y avait tellement le zèle là. Ils étaient zélés que vous ne montez pas, vous n'allez nulle part, vous allez rester ici avec nous, vous allez faire la guerre ici avec nous. C'était juste des paroles comme ça. Nous sommes restés là. Après, à un moment donné, ils sont partis, d'autres sont arrivés, donc on nous a laissé monter doucement. Nous sommes montés. Le train est arrivé. Quand le train est arrivé, on était dans des wagons différents. Ça veut dire les femmes ukrainiennes et les enfants avaient 2 wagons pour eux. Et nous, les étrangers, quand je dis étrangers, noirs, arabes, turcs, on était dans un autre wagon. Donc on a pris le wagon pour la Pologne. Voilà un peu mon périple de Kiev jusqu'en Pologne. Alors, on va tenter de repartir, prendre Franck. Franck, tu es toujours là ou quelque chose ne tourne pas très rond? Franck, tu es là? Allô, Franck? Alors, on a du mal à voir Franck, qui est lui encore bloqué en Ukraine. On espère que tout va bien pour lui parce qu'on n'arrive pas à la voir. Alors André, toi qui travailles depuis en Ukraine, est-ce que le choix de partir, sachant qu'on a aussi la famille, qu'on a pu avoir en arrivant sur place, est-ce que ce choix est facile? Mon micro. Ok. Le choix n'est pas facile, monsieur Jonas, le choix n'est vraiment pas facile. C'est justement parce que c'est l'une des raisons où j'ai décidé de rester parce que, déjà, faut dire la vérité, Kherson a été l'une des premières villes, sinon la première ville qui a été directement coupée du reste de l'Ukraine. Donc, dès que ça a commencé le 24 mars en matinée, la gare routière était fermée et la gare ferroviaire était fermée. Donc, ils ont directement coupé, en fait, du reste du pays. Donc, il y avait le choix, partir en voiture, et c'était un peu risqué. Donc, j'ai décidé de rester avec ma famille ici. On est plus ou moins en sécurité parce que on a de quoi manger sur place, on a un toit sur la tête. Donc, c'est pas facile.
Et après pratiquement 12 ans passant en Ukraine, c'est un peu difficile de laisser derrière soi tout ce qu'on a construit. C'est pas vraiment facile. Et même si dans nos cœurs, on se dit, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir parce que je suis ici, je suis bloqué, mais on compte sortir. Il y a des moyens qui sont mis en place pour nous permettre, excusez-moi, de quitter Kherson. Donc nous sommes en train d'attendre une voie que les autorités, on va dire, ukrainiennes, russes, avec la Croix-Rouge mettront en place, donc une route sécurisée pour nous permettre de quitter en fait le sud pour aller vers l'ouest qui est plus ou moins, on va dire, qui n'est pas touché par la guerre comme on va dire le reste du pays. Donc Jonas, c'est pas vraiment facile, c'est vraiment pas facile et je suis vraiment heureux que le grand nombre des Gabonais qui étaient ici en Ukraine ont pu quitter le pays parce que personne n'était à l'extérieur quand ça a commencé. Et c'est comme Daniel dit tout à l'heure, nous avons quitté le pays ou ils ont quitté le pays par leurs propres moyens. Il ne faut pas qu'après on va commencer à dire que l'État gabonais a financé le rapatriement. Non. Chaque Gabonais qui a quitté la guerre, qui a fui la guerre en Ukraine, qui se retrouve maintenant en Europe occidentale, a pris de ses moyens à ses risques et périls pour aller. Ils ont passé des nuits aux gares routières, ils ont passé des nuits dehors, sous le froid. Nous sommes en plein hiver, ça a commencé en plein hiver, à leur risque et péril. Donc, après avoir fait tout ça, nous avons fait, je pense vraiment que nous avons fait le plus gros du travail a été fait. Nous avons sauvé nos vies. On demande seulement à l'État, les gars, s'il vous plaît, vous là, en haut là-bas, aidez-nous à nous inscrire, aidez vos enfants. Ce sont des ingénieurs, ce sont des docteurs, ce sont des futurs médecins, ce sont des futurs ingénieurs. Prenez ces gars-là, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne pense pas que ça va taper dans les poches. Ils finissent, ils vont venir au pays travailler. Ils vont venir au pays travailler et je pense qu'au Gabon, en ce moment, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, des intellectuels. Mais voici des intellectuels qu'on envoie à l'abattoir. Demain, ils seront sans papier en Europe. Et ce sera la faute de qui? Je ne pense pas que ce sera la faute d'eux-mêmes parce qu'ils ont envie d'étudier. Nous avons envie d'étudier. Tous ces étudiants ont envie d'étudier. Mais l'État ne vient pas nous rencontrer, ne fait pas le pas vers nous. La seule chose qu'ils peuvent nous dire, c'est donnez-nous vos noms, on va faire les listes. Vous devez rentrer au pays. Ils ne voient pas qu'on a investi, il y a eu de l'investissement. Vous allez rentrer au pays et on va voir ce qu'on pourra faire après, une fois que vous serez sur le territoire gabonais. On sait qu'une fois qu'ils vont rentrer, ces 2-3 Gabonais-là qui ont décidé de rentrer, on sait que c'est fini. Il y aura d'autres priorités. Donc moi je pense vraiment que il faut que ça sonne. Il faut que je voulais même dire que voici, il y a un jeune là, je ne sais pas comment il s'appelle, Massassi, qui est devenu ministre délégué à l'éducation là-bas. Je pense que en tant que jeune, s'il pouvait même avoir ce live, il devait comprendre en fait, là, il aurait pu comprendre la situation que nous vivons. Pour ces étudiants, je répète encore que moi je ne vais pas me mettre dedans parce que moi je suis bloqué ici et ceci à mes risques et périls à mes moyens que je vais sortir de l'Ukraine. Mais toi, André, tu es bloqué. Ça signifie quoi? Ça signifie partir avec ta femme, tes enfants? Ou bien tu vas laisser la femme? C'est quand même difficile, non, de partir en laissant la femme derrière. Monsieur Jonas, je ne compte pas partir et laisser ma femme et mon fils. C'est impossible. Je suis avec Junior. Junior, c'est mon petit frère. On est ici à Kherson ensemble. Je ne compte pas partir s'il est ici. Donc, si je pars, ça veut dire que je vais le récupérer aussi avec moi. Nous allons partir. Donc, je ne pars pas. Je ne laisse aucun Gabonais ici à Kherson. Donc, je serai certainement le dernier Gabonais à quitter Kherson. Mais ma famille partira avec moi, c'est sûr. Donc, il n'y a pas d'option. C'est soit on part tous ensemble, soit ils partent, quoi. Mais on ne laisse personne. On ne compte laisser personne. On est sorti par l'initiative. J'ai remercié Daniel. Par l'initiative, on a bougé. On s'est mis en groupe. On a bougé. On a forcé. On est tous sortis. Il reste, je crois, 4 Gabonais en Ukraine sur, je sais pas, 18. Je pense que le plus dur a été fait. Et le reste aussi, nous allons sortir bientôt. Et avec la grâce de Dieu, toujours en prière, comme je dis tout le temps, priez pour nous. Et avec la grâce de Dieu, nous allons sortir d'ici en santé. Et c'est le plus important.
Donc, essayez d'utiliser vos canaux, essayez de toucher le maximum de personnes afin que ce message passe. Je répète encore, il y a des jeunes Gabonais qui sont là en Europe, qui sont à un pas de devenir illégaux. À un pas de devenir illégaux si l'État ne vient pas en aide, si l'État ne fait pas en sorte que ces Gabonais puissent trouver des universités, si l'État ne fait pas en sorte que ces Gabonais puissent trouver des logements, si l'État gabonais ne fait pas en sorte que ces jeunes Gabonais-là puissent étudier, finir les études, rentrer au pays et travailler pour la patrie, cette partie qu'on chérit ou qu'on chérissait. Donc voilà. Alors Junior, puisqu'on parlait de toi tout à l'heure, ton grand frère parlait de toi. Junior, le choix de partir pour toi, c'est déchirant? Allô Junior? Oui. Pour toi, partir, quitter Kherson, ça va être facile? Vu les attaques, ça fait combien d'années que tu es là-bas? Non, c'est ma première année, j'étais en année de langue. D'accord. Ma première. Et pour toi, tu pars sans regret, sans remords? Non, ça va pas être facile parce que si je quitte l'Ukraine en général, je serai contraint de recommencer encore tout à zéro parce que j'étais censé commencer la médecine l'année prochaine et tout était brisé, quoi. Donc, en quelque sorte, je vais tout recommencer à zéro, je vais repartir encore à zéro et c'est très douloureux, quoi. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, Aïli, est-ce que tu te sens à l'aise là où tu es ou tu rencontres quand même des difficultés? Quel est ton vécu quotidien depuis que tu es parti de l'Ukraine? Non, avant la guerre, tout allait bien. Avant la guerre, tout était paisible, c'est un pays tranquille, tout allait bien, tout s'est passé très bien, le cours de langue, ça allait. Depuis la guerre, tout a sombré, quoi. Tout est entré dans le néant, les journées étaient obscures, on passe toutes les journées à la maison enfermés. C'est très pénible, quoi. C'est très, très pénible. On stresse, on est sous pression, on devient dépressif, on mange plus bien, on dort plus. C'est vraiment pas facile à gérer, quoi. Et tu as la famille qui est là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ok, d'accord. Là, c'est Junior qui nous parlait de son vécu quotidien depuis le début de la guerre. Mais Aïli, toi qui as pu quitter l'Ukraine et qui te trouves de l'autre côté, quel est ton vécu quotidien? Est-ce que c'est facile de vivre sur un territoire étranger où on ne s'était vraiment pas projeté pour une vie? Comment tu vis ça au quotidien? Je suis déjà très très reconnaissant et voilà, d'être en sécurité pendant que je sais qu'il y a encore des Gabonais en Ukraine. Voilà, déjà, c'est pas forcément évident. Un nouveau pays, en sécurité peut-être, mais pour combien de temps? Parce que pour tous les étrangers qui sont sortis, normalement, ils nous ont donné des visas, je pense, de 15 jours. Et ces visas sont censés s'expirer, je pense, la semaine prochaine, très très bientôt. Et une fois ces visas s'expirent, nous serons illégaux en Europe, tout simplement. Et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, des Gabonais sans papier à l'étranger. On peut pas être à l'aise sachant qu'on n'a pas de papier dans un pays étranger. Donc forcément on n'est pas à l'aise parce que on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Et on n'a pas vraiment d'informations. Je pense que l'ambassade, on a l'ambassade en Allemagne, à Berlin. L'ambassade ne communique pas assez, ou peut-être parce que l'ambassade n'a pas l'information. Nous, on cherche juste à être éclairé par rapport à notre situation. On a besoin d'informations pour savoir ce qu'il faut faire après. Ok, on a quitté l'Ukraine à nos propres moyens, évidemment, avec nos propres moyens, pardon. On a fait l'effort de se retrouver dans certains pays en Europe, en Allemagne pour moi. C'est quoi la suite en fait? Celui-là, mon visa va expirer, j'aurai plus de documents, et alors que j'ai l'ambassade juste à côté, les gars ne nous donnent aucune information, ne nous disent pas quoi faire, s'il faudrait s'enregistrer quelque part. Je suppose qu'ils sont forcément en contact avec les autorités allemandes, mais voilà, là, ils ne communiquent pas avec nous. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais pas ce qui va se passer. Je parle peut-être de moi, mais c'est pareil pour les Gabonais qui sont un peu partout dans l'Europe. On a reçu les mêmes visas qui vont s'expirer, et puis c'est quoi la suite? On n'a aucune idée. On va être voilà,
des Gabonais en Europe s'il n'y a pas d'aide qui est mise en place et tout. Donc, Est-ce que tu as encore les nouvelles de deux Gabonais que tu avais croisés en Pologne? Tu as encore de leurs nouvelles? J'ai jamais rencontré ces Gabonais-là. Je pense qu'ils sont toujours sur le groupe WhatsApp. Là, tu as dormi à une étape de ton Odyssée, tu as dormi avec les Gabonais. Pologne. C'était dans quelle ville? Dans quel pays? Pologne. En Pologne. Tu as encore de leurs nouvelles? En Pologne, à Varsovie. Mhm. Ouais, ils sont. Aux dernières nouvelles, les gars devaient se rendre en République tchèque. Voilà, pour chercher à s'inscrire dans des universités et puis continuer des études. Voilà, à part ça, sinon nous sommes tous présents dans le groupe WhatsApp, on discute. Je pense que pour eux aussi là-bas c'est compliqué parce que voilà, ils avaient pris une chambre la dernière fois avec leurs propres moyens et voilà, ça coûte cher, ça coûte la peau de fesse et c'est décevant parce qu'on n'a aucune aide. Nous sommes en train de nous déplacer, on va partout, jamais les ambassades, que ce soit en Allemagne, en France ou en Russie, voilà, mis des choses en place pour pouvoir nous aider. Je pense que les Ivoiriens, l'ambassade ivoirienne en Allemagne a pu envoyer des bus à la frontière de la Pologne pour des ressortissants ivoiriens qui étaient en Ukraine. Donc ces ressortissants ivoiriens ont pu juste se rendre à la frontière et profiter de ces bus-là. Nous, on n'a rien eu. On a pu sortir de l'Ukraine tout seul. On a pu se déplacer et chercher à rejoindre certains pays européens tout seul. Jamais nos ambassades, que ce soit en France, en Allemagne ou en Russie, voilà, aient mis quelque chose, je ne parle pas forcément en termes financiers et tout, quelque chose, voilà, un suivi pour nous aider à sortir de cette situation là où on était. Les Gabonais se sont débrouillés tout seuls, sans personne. Encore moins avec des autorités gabonaises. Je pense que c'est très décevant. On parle du Gabon comme un petit pays en termes de superficie, mais grand pays pour tout. Mais voilà, envoyer un bus à la frontière polonaise et ukrainienne pour récupérer, je pense, 18 Gabonais, voilà, si ça dépasse nos autorités, je pense. Surtout lorsqu'on sait qu'il y a un Camerounais qui était en Pologne qui a loué un bus de 50 places pour récupérer ses compatriotes qui étaient en difficulté en Ukraine. Ouais, j'ai des informations. Si un individu décide de faire ça, je pense que c'est quelque chose de facile pour une ambassade. Le truc, c'est qu'on n'a jamais, ils nous ont jamais vraiment assisté, aucune aide, rien du tout. Si rien n'a été fait jusqu'à maintenant, on ne peut pas être optimiste pour la suite. Tout simplement, on est obligé de penser que rien ne sera fait. On va avoir beaucoup plus de soucis parce que voilà, nous sommes sortis. Ça, c'est déjà bien, mais les autres Gabonais qui sont encore coincés en Ukraine, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors, c'est compliqué. Alors, on va tenter de rejoindre Franck. Je ne sais pas quelle difficulté Franck a pu avoir. Allô, Franck, tu es là? Allô, Franck? Alors, je m'inquiète. Franck est dans quelle ville présentement? Il est un peu à l'ouest, non? Il a Ivano, Franck. Il faut dire qu'actuellement, Ivano, c'est la ville bombardée. Hein. La ville bombardée actuellement. Ouais, alors là, ils sont sûrement dans des shelters, genre. Ils sont sous terre, certainement, ouais, des abris souterrains. Oui, dans des sous-sols, oui. Ouais. Alors, donc, on ne va pas voir Franck, malheureusement. On va faire le tour de table. On va passer la parole pour le mot de la fin à chacun. Vous avez au moins 2 minutes pour conclure. Daniel, le mot de la fin. Donc, en mot de la fin, je vais juste enchérir par rapport à tout ce que Morel vient de dire tout à l'heure. Que nous avons des compatriotes ici, des jeunes, des étudiants. Moi, je suis dans le même cas que Morel. Hein. Nous sommes des résidents permanents en Ukraine. On vit en Ukraine, on travaille en Ukraine.
Donc, nous avons des jeunes compatriotes ici en Ukraine qui sont venus étudier. Certains étaient en 4e année d'université, d'autres en 3e année, qui sont déboussolés, ils savent pas en fait à quel sens se vouer. Ils sont, en fait, je veux dire même, ils sont désemparés parce que quand il faut dire à ces enfants de rentrer au pays, aller s'asseoir là-bas, en fait, pour eux, ils n'arrivent pas à accepter ça. Donc, comme mot de fin, je veux tout simplement demander au gouvernement gabonais, voilà, de penser à ces jeunes-là, de ne pas délaisser ses compatriotes et de penser aussi aux 4 compatriotes gabonais qui sont encore coincés en Ukraine actuellement. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Merci Daniel. On n'a toujours pas pu avoir Franck malheureusement. On me signale que sa ville est bombardée en ce moment et qu'il pourrait se trouver dans un abri souterrain. André, le mot de la fin. Bon, pour le mot de fin, je dirais qu'on espère, hein, même si l'espoir se fait difficile, mais on espère que grâce à vous, notre message va prendre écho chez nos autorités. Merci à vous de nous avoir prêté main forte pour essayer de faire passer le message. Toujours à ces Gabonais, ces jeunes Gabonais qui ont besoin de continuer leurs études, qui ont pratiquement fini, ou même ces jeunes Gabonais qui sont en première année, qui sont venus en Ukraine avec des parents qui ont dépensé des millions, hein, et qui ne peuvent pas rentrer comme ça après avoir dépensé 7-8 millions de francs CFA par exemple pour arriver en Ukraine. Donc venez en aide à ces jeunes Gabonais-là, venez en aide, ce sont des Gabonais, nous sommes des Gabonais, nous avons besoin, c'est maintenant que nous avons besoin de la patrie, nous avons besoin de voir que le pays a besoin de nous. Ne venez pas vers nous quand vous aurez besoin de nos voix. Venez vers nous maintenant. Et nous allons venir vers vous quand vous allez avoir besoin de nos voix. Donc, c'est maintenant que nous avons besoin de vous. C'est maintenant qu'on a besoin d'être unis dans la concorde, la fraternité. C'est maintenant. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que la concorde. Ce sont des choses qu'on veut voir. On a besoin de vous maintenant. Des Gabonais, des jeunes Gabonais, l'avenir, la jeunesse qui est sacrée. On a besoin de vous maintenant. Venez nous aider, s'il vous plaît. Alors, Junior, le mot de la fin. Oui, on tenait d'abord à vraiment vous remercier, M. Jonas. Et c'est comme les grands frères l'ont si bien dit, la chose qu'on demande aux autorités gabonaises, c'est de donner l'opportunité aux étudiants gabonais qui sont en Ukraine de pouvoir poursuivre leur études dans leur emploi. C'est la seule chose qu'on peut leur demander comme aide. Vraiment, on plaide vraiment vers eux, de faire quelque chose, de trouver une solution pour ça. Parce que nous ne voulions pas retourner au pays, c'est très compliqué. On veut juste poursuivre nos études. C'est vraiment ce qu'on peut demander comme aide au gouvernement gabonais. Et c'est à leur portée. Nous sommes pour une quarantaine d'étudiants, nous sommes à peine une douzaine. C'est rien pour l'État gabonais, de nous fournir cette opportunité de continuer nos études en Europe. C'est l'alerte de ce soir en fait qu'on veut faire part au gouvernement gabonais que les étudiants qui sont en Ukraine souhaitent continuer leurs études en Europe. C'est vraiment ce qu'on veut faire part au gouvernement gabonais. De nous aider. Alors, Aïli, le mot de la fin. Aïli, ton micro ne passe pas, ton micro n'est pas branché. Oui. Merci. Déjà, j'aimerais vous dire, vous remercier de nous permettre de nous exprimer, de nous donner la possibilité de nous exprimer, de dire ce qu'on pense et tout ce qu'on veut. Ce que Morel a déjà dit, et puis Daniel, évidemment, Junior, je pense qu'on a tous les mêmes objectifs. Déjà, c'est venir en aide aux étudiants gabonais, que ce soit ceux qui sont en dernière année ou en première année, permettre à ces étudiants de pouvoir étudier sur le territoire européen. Parce que déjà il y a un investissement, il y a énormément de sous qui ont été dépensés pour ces étudiants-là, donc du coup on ne peut pas tous rentrer au Gabon et puis aller s'asseoir. Si les autorités peuvent nous aider tout simplement à nous inscrire dans des universités européennes et nous suivre tout simplement, et aussi mettre des voies et moyens pour pouvoir aider les Gabonais qui sont toujours coincés en Ukraine.
C'est vrai que la majorité est sortie et tout, mais on a toujours des compatriotes coincés en Ukraine. Donc, tout faire pour pouvoir faire sortir ces compatriotes-là en sécurité. Et voilà, c'est vrai qu'on a peut-être parlé de différentes choses, mais nous avons tous les mêmes objectifs. C'est aider les étudiants à pouvoir s'inscrire dans les universités. Je pense que le Congo, les autorités congolaises l'ont fait et tout. Les Congolais ont pu s'inscrire dans les universités en Europe. Si les Congolais le font, je ne vois pas en quoi les autorités gabonaises peuvent le faire. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est tout simplement venir en aide, que ce soit financier, moral, et aux Gabonais. Et puis, on verra. Nous sommes pas forcément très optimiste parce que rien n'a été fait jusqu'à maintenant, mais on ose encore espérer. Je pense que les autorités sont humains tout simplement comme nous. Du coup, on va attendre et puis espérer que quelque chose se fasse. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage les gars. Vous avez mon numéro de téléphone. En cas d'alerte, n'hésitez pas. Je suis là à n'importe quelle heure. Je serai là pour vous répondre et faire passer le message que vous attendez justement de moi. Et je voulais encore vous dire beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile d'être dans un pays en conflit. On sait la guerre, on connaît la date du début, mais on ne connaît jamais la date de la fin. Prenez soin de vous, ne sortez pas pour prendre des risques. Et si vous avez la possibilité de quitter l'Ukraine, pour ceux qui sont encore, n'hésitez pas parce que la vie est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. Et elle ne tient qu'à un fil. Encore beaucoup de courage et on se retrouve très prochainement si Dieu le veut. Que Dieu vous garde. Ok, merci. Oui. À très bientôt. With
Kunye namba o,